Bonjour, j'ai le plaisir d'introduire cette formation sur le coronavirus en présentant les définitions du Covid-19 et du SARS-CoV-2. Et je commence par une petite histoire. Et il était une fois, plus précisément le 31 décembre 2019, à Wuhan, un groupe de personnes, plus précisément 27 personnes, ont présenté des pneumonies d'étiologie inconnue. Le point en commun reliant ces personnes-là, c'est leur fréquentation d'un marché de fruits de mer à Wuhan. Un peu plus tard, on a essayé de comparer cette maladie à une autre épidémie qui a sévi en Asie en 2003. Et là, le 7 janvier, on a identifié l'agent pathogène de cette épidémie qui est appelé à ce stade-là le novel coronavirus ou bien le nouveau coronavirus parce qu'à ce stade-là, on ne connaît pas grand-chose concernant ce virus. Quelques jours plus tard, plus précisément le 11 février, l'OMS a appelé la maladie causée par ce virus le Covid-19 ou bien le Coronavirus Disease de l'année 2019 et l'ICTV, c'est-à-dire l'International Committee on Taxonomy of Viruses et plus précisément le CSG, c'est-à-dire le Coronavirus Study Group, a identifié et appelé ce virus le SARS-CoV-2. Un mois plus tard, c'est-à-dire le 11 mars, l'OMS a déclaré le Covid-19 comme étant une pandémie. Qu'en est-il de l'évolution des choses de cette pandémie à ce jour? Alors, je vous montre cette diapo fournie par l'OMS et qui a recensé le nombre de cas à l'échelle mondiale. Et là, je vous montre qu'on a atteint un nombre de 334 000 et qu'on a déploré plus de 14 000 décès. Alors, qu'en est-il de ce SARS-CoV-2? Alors, on revient un peu plus tard et plus précisément durant l'année 2003 où l'Asie a connu une épidémie de SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Cette épidémie, le nom de la maladie, était causée par un virus aussi de la famille des coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV et il appartient à l'espèce des SARS-related coronaviruses. Quelques années plus tard, et cette fois-ci pas en Asie mais plutôt au Moyen-Orient, on a connu plus précisément en 2012, le MERS, qui est le Middle East Respiratory Syndrome, qui est causé aussi par un coronavirus qui s'appelle le MERS-CoV et qui appartient à la famille des MERS-related coronaviruses. Pour ce qui est de l'année 2019, on assiste à la maladie Covid-19, qui est le Coronavirus Disease de l'année 2019 et qui est causé par un virus qu'on a appelé le SARS-CoV-2 parce qu'il a une apparenté génétique avec le SARS-CoV. Alors, parlons un peu des coronavirus. Les coronavirus, il existe plus d'une centaine chez les animaux, dont 7 connus chez l'homme. Il faut savoir que 4 de ces coronavirus sont communs chez l'homme. Ils ont un faible pouvoir pathogène et sont responsables du rhume habituel. Ces virus-là sont le 229E, le OC43, le NE63 et le HKU1. Pour ce qui est des 3 autres, ce sont des virus qui ont un haut pouvoir pathogène et qui sont le SARS-CoV dont on vient de parler, le MERS-CoV et là, à l'état actuel des choses, le SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19. Qu'en est-il de la transmission de cette maladie du règne animal vers l'humain? Il faut savoir que pour ces 3 coronavirus qui ont un haut pouvoir pathogène, que ce soit le SARS-CoV, le MERS-CoV ou bien le SARS-CoV-2, ils ont le même réservoir qui est la chauve-souris. La chauve-souris infecte un hôte intermédiaire et cet hôte intermédiaire transmet la maladie à l'homme. Pour ce qui est du SARS-CoV, on savait que le réservoir était la chauve-souris et l'hôte intermédiaire était la civette. Pour ce qui est du MERS, le réservoir était la chauve-souris et l'hôte intermédiaire était le dromadaire. Et pour ce qui est de la maladie actuelle, le Covid-19, le réservoir est la chauve-souris et on n'est pas encore sûr que l'hôte intermédiaire est le pangolin. Alors, les SARS-CoV-2 est un virus à ARN, c'est un virus enveloppé d'une couronne. Et comme la couronne en latin est appelée corona, on les appelle les coronavirus. La transmission à l'état actuel des choses est interhumaine, principalement par les gouttelettes lors des efforts de toux et d'éternuement. Il y a aussi le rôle du manuportage quand on touche des surfaces qui sont souillées par ce virus. On pense qu'il y a des transmissions via les selles des patients infectés parce qu'on a retrouvé des virus sur les émissions de ces patients-là. Il n'y a pas à ce jour de transmission verticale et il faut noter et préciser une chose importante qui est le fait que le sujet asymptomatique Covid-19 positif ou peu symptomatique peut transmettre la maladie et c'est là où réside la gravité et c'est là où réside ce pouvoir de propagation élevé de ce SARS-CoV-2.
Alors, comment fait le SARS-CoV-2 pour infecter la cellule humaine? Alors, je vous montre ici le SARS-CoV-2. C'est un virus, on a dit que c'était un virus ARN, on a dit qu'il est enveloppé et que son enveloppe porte des spicules ou bien spikes qu'on appelle la protéine S. Cette protéine S a un récepteur chez l'être humain et ce récepteur, c'est le récepteur de l'enzyme de conversion. Dès lors que la protéine S se fixe sur le récepteur de l'enzyme de conversion, ce virus-là est internalisé à l'intérieur de la cellule. Dès lors qu'il est internalisé, il libère son ARN. Cet ARN, c'est un matériel génétique pour la formation de multiples protéines qui vont, grâce à la participation de l'appareil de Golgi, vont être rassemblées et puis par la suite vont être libérées sous forme de virions qui vont infecter d'autres cellules. Si on regarde cette physiopathologie, on va comprendre que les gens sont en train de tirer la sonnette d'alarme quant à l'implication des IEC, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, et ce qu'à ce jour, on n'a pas encore émis de recommandations claires là-dessus. On sait très bien qu'il y a un pH est nécessaire pour la fusion du virus pour qu'il soit libéré à l'extérieur de la cellule, et on pense que la chloroquine modifie ce pH lysosomial nécessaire à la fusion virale. Alors, le coronavirus, quelle est la contagiosité et la létalité de ce virus? Alors, si on compare le Covid-19 ou bien le SARS-CoV-2 à la plupart des autres virus que l'humanité a connus, on regarde que le SARS-CoV-2 se situe ici, c'est-à-dire que sa létalité est inférieure à 3%, elle est à l'ordre de 2 à 3%, elle est inférieure à celle du MERS, elle est inférieure à celle du virus de l'Ebola. Pour ce qui est de sa contagiosité, elle est située aux alentours de 2 à 3, c'est-à-dire qu'une personne infectée peut transmettre le virus à 2 à 3 personnes et cette contagiosité est nettement inférieure par rapport à celle de la rougeole par exemple. Qu'en est-il de la stabilité du virus en dehors de l'être humain, c'est-à-dire que quand les gouttelettes chargées de virus sont émises? Sur cette étude-là, publiée dans le New England Journal of Medicine, on a comparé la stabilité du virus SARS-CoV-2 à celle du virus qu'on connaît à l'état actuel assez bien, qui est le SARS-CoV-1. Et on a remarqué que les deux ont des stabilités à peu près similaires au niveau de l'air, une stabilité à peu près similaire au niveau du cuivre, mais on a remarqué qu'au niveau de l'acier, la stabilité du SARS-CoV-2 est nettement supérieure à celle du SARS-CoV-1 et au niveau du plastique, la stabilité du SARS-CoV-2 est nettement inférieure à celle du SARS-CoV-1. Alors, pour ce qui est de la durée de vie à l'extérieur, je vous montre cette diapo de l'Institut Pasteur au Maroc et on a remarqué que le virus, il persiste au niveau de la peau pendant une durée de quelques minutes, il persiste au niveau des vêtements et au niveau du masque jusqu'à 12 heures, au niveau du bois jusqu'à 4 heures, au niveau du papier pendant 4 à 5 jours, au niveau du verre et métal jusqu'à 5 jours et au niveau du plastique, la persistance du virus peut atteindre 9 jours. Cette diapo est importante à connaître et cette survie du virus à l'extérieur du corps humain est importante à connaître parce qu'elle permet de renforcer les mesures d'hygiène pour lutter contre ce virus. Ce virus qui persiste sur la peau, sur les vêtements, sur le plastique et sur le papier est cependant fragile aux détergents habituels et d'où l'intérêt de diffuser l'information et la sensibilisation vis-à-vis de la population quant au lavage fréquent des mains, l'utilisation de solutions hydroalcooliques et le lavage des surfaces qui sont le plus souvent touchées par les mains ou bien les manipulations, notamment les poignées de porte. Alors maintenant, je passe aux caractéristiques cliniques et les leçons que nous avons apprises de la pandémie Covid-19 en Chine. Alors, ce que nous avons appris sur une série de 72 000 cas, c'est que la tranche d'âge le plus souvent touchée est entre 30 et 79 ans, avec au-delà de 87% des cas. Que les autres tranches d'âge, notamment la population pédiatrique, est peu touchée, avec un pourcentage aux alentours de 1% pour les enfants qui ont moins de 10 ans. Pour ce qui est des formes de la maladie, la forme est légère dans 80% des cas, elle est modérée dans 14% des cas et elle est sévère, voire critique dans 5% des cas. Alors pour ce qui est de la mortalité, elle est évaluée aux alentours de 2%, mais si on évalue un peu mieux cette mortalité, on va remarquer que cette dernière elle est plus élevée dans la tranche d'âge des patients qui ont au-delà de 80 ans. Maintenant, je vous passe les directives du ministère de la Santé sur la définition d'un cas Covid-19.
Alors là, je pars sur la définition d'un cas possible et qui est toute personne présentant une infection respiratoire aiguë qui avait voyagé ou séjourné dans un pays enregistrant une transmission communautaire ou locale du virus et qui était en contact avec un cas confirmé d'infection par le SARS-CoV-2. Est un cas possible aussi toute personne hospitalisée pour pneumonie non expliquée. Est un cas possible aussi tout professionnel de santé exerçant dans un hôpital où un cas Covid-19 est confirmé. Et un cas possible quand il y a survenu de cas groupés d'infections aiguës respiratoires graves. Pour ce qui est de la définition des pays de transmission communautaire et locale, le ministère de Santé a défini les pays où la transmission est communautaire comme étant la Chine, la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie et le Singapour. Et le ministère de la Santé a défini les pays de transmission locale du virus comme étant la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, la Suède et le Japon. Alors, un cas confirmé et un cas possible avec un prélèvement RT-PCR, c'est-à-dire Real-Time PCR positif au SARS-CoV-2, et un cas exclu et un cas possible avec ce prélèvement-là négatif au SARS-CoV-2. Alors, qu'en est-il des manifestations cliniques de cette maladie qui est le Covid-19? Il faut savoir qu'il y a des manifestations fréquentes et des manifestations rares. Pour ce qui est des manifestations fréquentes, on retrouve la fièvre, la toux et la dyspnée. D'autres manifestations peuvent s'observer, notamment les céphalées, la diarrhée, et le mal de gorge et les nausées, vomissements. Pour ce qui est des comorbidités, on retrouve le plus souvent des comorbidités cardiovasculaires et des morbidités endocriniennes type diabète. Alors, passons un peu aux manifestations biologiques. Il faut savoir que le Covid-19 s'associe le plus souvent à une lymphopénie et s'associe le plus souvent à une thrombopénie. On retrouve le plus souvent un TP bas et des D-dimères élevés. On retrouve très souvent une hypoalbuminémie et une cytolyse hépatique. Qu'en est-il maintenant des biomarqueurs? Il faut savoir que ce qu'on a remarqué durant cette maladie du Covid-19, c'est que les taux d'interleukine sont le plus souvent très élevés, la ferritinémie est élevée et la CRP est élevée. Par contre, la PCT reste dans les valeurs normales ou plutôt négatives. Il faut noter qu'il n'y a pas de co-infection avec d'autres virus. Alors, pour ce qui est des manifestations radiologiques, les manifestations radiologiques du Covid-19 liées au virus SARS-CoV-2, les plus souvent et les plus typiquement rencontrés sont les aspects en verre dépoli en bilatéral, avec une localisation préférentiellement périphérique et sous-pleurale, et pour les formes sévères, ce sont les aspects en crazy paving. Pour ce qui est des thérapeutiques, je ne me permets pas d'ouvrir le débat sur les différentes thérapeutiques qui sont sujettes à différents essais cliniques partout dans le monde. Je vous présente dans ce sens les recommandations de l'ASMAR qui recommande d'utiliser la chloroquine en première intention, suivie du remdesivir et de l'association lopinavir-ritonavir en deuxième intention. L'utilisation d'antibiotiques n'est pas systématique. Alors, qu'en est-il des mesures d'isolement, quarantaine et de confinement utilisées pour lutter contre la propagation du Covid-19? Il faut savoir que ces mesures-là ont été efficaces sur le SARS. Pour ce qui est du Covid-19, on a l'impression qu'elles sont moins efficaces parce que des personnes peuvent ou asymptomatiques transmettent le virus. L'objectif de ces mesures-là est d'aplatir la courbe, ce qu'on appelle flatten the curve, c'est-à-dire qu'on a envie que le nombre de personnes atteintes soit diffusé, soit dispatché tout au long du temps, au lieu de se retrouver avec une population importante qui est malade et ce qui va déborder et submerger les structures hospitalières. Alors, j'arrive à ma diapo de take-home messages. Alors, je finis par dire que le Covid-19 est la pandémie liée à un virus appelé le SARS-CoV-2, que le SARS-CoV-2 est un coronavirus à haut pouvoir pathogène, qui a une contagiosité de 2 à 3 et une létalité à 2%. Les symptômes les plus souvent rencontrés sont la fièvre, la toux et la dyspnée. La gravité réside dans des SDRA sévères, voire mortels. La transmission connue à l'état actuel des choses est interhumaine via les gouttelettes essentiellement. Il faut savoir que le virus est sensible aux détergents habituels, d'où l'intérêt du respect des mesures d'hygiène. Les mesures d'isolement, quarantaine et confinement peuvent s'avérer efficaces contre la propagation de la pandémie et merci pour votre attention.